Imaginez un instant que votre cerveau fonctionne comme une machine, pas une métaphore poétique, mais littéralement des circuits, des états, des transitions logiques. Maintenant, imaginez que quelqu'un a découvert qu'en fredonnant pendant 60 secondes, vous pouviez réinitialiser complètement le cache de votre processeur mental. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qu'Alan Turing aurait exploré dans ses carnets privés, une découverte qu'il appelait l'algorithme de résonance. Pas une théorie publiée, pas une démonstration formelle, juste une observation obsédante qu'il notait tard le soir, entre ses calculs sur la morphogenèse et ses réflexions sur ce qui sépare une machine pensante d'un esprit humain. Ce que vous allez découvrir dans ce vidéo n'est pas une simple anecdote historique. C'est une porte d'entrée vers la compréhension de comment votre logique mentale fonctionne réellement, et pourquoi les plus grands penseurs de l'histoire ont tous, à un moment ou un autre, utilisé des rituels étranges pour débloquer leur processus cognitif. Turing fredonnait, Feynman jouait du bongo. Einstein se promenait. Ce n'étaient pas des excentricités, c'étaient des protocoles, des algorithmes biologiques qu'ils avaient découverts par essai et erreur, et qui leur permettaient de penser plus clairement, plus profondément, plus rapidement. La question que vous devriez vous poser n'est pas « Pourquoi Turing fredonnait-il ?», mais plutôt « Pourquoi ne fredonnez-vous pas ?» Parce que quelque part entre votre enfance et aujourd'hui, vous avez oublié comment débloquer votre propre potentiel cognitif. Et ce que nous allons explorer ensemble, c'est comment le retrouver. Vous croyez comprendre comment fonctionne votre cerveau. Vous pensez que la logique est quelque chose de pur, de détaché, de purement intellectuel. Vous imaginez que les grands penseurs accèdent à leurs idées par la force brute de la concentration, par des heures d'études solitaires, par une discipline mentale implacable. Vous vous trompez complètement. Ce que vous appelez logique n'est pas une fonction isolée de votre cerveau. C'est un processus émergent qui dépend de votre état physiologique, de votre rythme cardiaque, de votre respiration, de la fréquence de vos ondes cérébrales. Et ce que Turing avait compris, bien avant que la neuroscience moderne ne le confirme, c'est que vous pouviez manipuler cette étape par des méthodes étonnamment simples. Fredonner, pas chanter. Pas écouter de la musique. Fredonner. Produisez une vibration continue, une fréquence stable pendant 60 secondes et regardez ce qui se passe. Votre respiration se synchronise, votre rythme cardiaque se stabilise, vos ondes cérébrales se réorganisent. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de mystique. Vous êtes en train de rétablir l'équilibre oscillatoire de votre système nerveux. Vous êtes en train de réinitialiser votre cache cognitif. Vous êtes en train d'exécuter un algorithme biologique que votre corps connaît depuis des millénaires, mais que votre esprit moderne a complètement oublié. Et c'est précisément ce que Turing avait découvert, seul dans son bureau à Manchester, en 1950, alors qu'il travaillait sur des questions qui le torturaient. Une machine peut-elle vraiment penser ? Ou est-ce que la pensée est simplement une question de synchronisation, de résonance, de fréquence ? Turing n'était pas un homme ordinaire. Ses collègues à Cambridge le savaient, ses superviseurs à Bletchley Park le savaient, et lui-même le savait, avec une clarté qui frisait l'obsession. Il avait grandi dans une Angleterre victorienne rigide, où la différence était punie, où l'excentricité était considérée comme une faiblesse morale. Et pourtant, il avait refusé de se conformer. Il avait refusé de penser comme on lui disait de penser. Il avait refusé de vivre comme on lui disait de vivre. À Cambridge, dans les années 1930, alors que la mathématique était en crise existentielle, Turing s'était posé une question que personne d'autre n'osait poser. Qu'est-ce que cela signifie réellement de calculer quelque chose? Pas au sens pratique, au sens fondamental. Qu'est-ce qui distingue un processus calculable d'un processus qui ne l'est pas? David Hilbert, le plus grand mathématicien vivant à l'époque, avait formulé le Entscheidungsproblem, le problème de la décision. Existe-t-il un algorithme universel qui peut déterminer si n'importe quelle proposition mathématique est vraie ou fausse? C'était une question qui semblait simple en surface, mais qui contenait en elle
les fondations mêmes de la mathématique. Et Turing, à 23 ans, avait décidé de la résoudre. Ce qu'il a fait, c'est quelque chose de révolutionnaire. Il n'a pas essayé de trouver l'algorithme universel. Au lieu de cela, il a créé une machine imaginaire, une construction purement théorique, et il a prouvé que si même cette machine idéalisée ne pouvait pas résoudre le problème de Hilbert, alors aucune machine ne le pourrait jamais. Cette machine, que nous appelons maintenant la machine de Turing, était étonnamment simple, une bande infinie de papier divisée en carrés, un lecteur qui pouvait lire un symbole à la fois, un ensemble d'états internes, des règles de transition. Si tu es dans l'état A et tu lis le symbole X, alors écris le symbole Y, déplace-toi à gauche ou à droite et passe à l'état B. C'est tout. Pas de magie, pas de conscience, pas d'intuition, juste des symboles, des états, des transitions. Et pourtant, Turing avait prouvé que cette machine simple pouvait calculer n'importe quoi qui soit calculable. Elle était universelle. Elle était, en essence, un modèle mathématique de ce que signifie penser au niveau le plus fondamental. Mais voici ce que les manuels d'histoire ne vous disent pas. Turing n'a pas découvert cela en restant assis à son bureau, en écrivant des équations. Il l'a découvert en marchant, en courant, en fredonnant. Ses collègues à Cambridge le voyaient disparaître pendant des heures, revenant avec les cheveux ébouriffés, les yeux brillants, avec des pages et des pages de notes griffonnées. « Où allez-vous » lui demandait-il. « Je pense, » répondait-il simplement. Et il pensait en mouvement, il pensait en rythme. Il pensait en synchronisant son corps avec les oscillations de son esprit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Bletchley Park, Turing avait appliqué ces mêmes principes à un problème beaucoup plus urgent, casser le code Enigma. Les nazis utilisaient une machine de chiffrement extraordinairement complexe. Chaque jour, les opérateurs changeaient les paramètres de la machine, créant des milliards de combinaisons possibles. Littéralement, des milliards. Les Britanniques avaient besoin de décrypter les messages en quelques heures, sinon les informations seraient inutiles. C'était un problème de calcul massif, un problème qui aurait pris des années à résoudre par la force brute. Turing avait conçu la bombe, une machine électromécanique qui pouvait tester les configurations d'Enigma à une vitesse sans précédent. Mais avant de concevoir la machine, il avait dû penser. Et comment pensait-il ? En courant autour du terrain de Bletchley Park, en fredonnant des mélodies, en se mettant dans un état de résonance mentale où son cerveau pouvait explorer des millions de possibilités logiques simultanément. Ses collègues pensaient qu'il était excentrique. Ils ne comprenaient pas qu'il était en train d'exécuter un algorithme biologique, un processus que son corps avait appris à maîtriser pour débloquer les couches les plus profondes de sa capacité cognitive. La bombe a permis aux Britanniques de décrypter les messages Enigma. Les historiens estiment que cela a raccourci la Seconde Guerre mondiale de plusieurs années. Des millions de vies ont été sauvées. Et tout cela a commencé par un homme qui fredonnait. Après la guerre, Turing s'était installé à Manchester, où il avait accès à l'un des premiers ordinateurs électroniques du monde, le Manchester Mark I. C'était une machine massive, remplissant une pièce entière, consommant des kilowatts d'électricité, capable de faire quelques milliers d'opérations par seconde. Turing l'adorait. Il voyait en elle une incarnation physique de ses idées théoriques. Mais il voyait aussi quelque chose de plus profond, une fenêtre sur la nature même de la pensée. Et c'est pendant cette période, entre 1950 et 1952, qu'il avait commencé à explorer systématiquement ce qu'il appelait l'algorithme de résonance. Il avait noté dans ses carnets privés que sa capacité à résoudre des problèmes complexes était directement corrélée à son état physiologique. Quand il était fatigué, sa logique était lente. Quand il était anxieux, sa logique était erratique. Mais quand il était en état de résonance, quand son corps et son esprit oscillaient à la même fréquence, sa logique était cristalline, presque surhumaine. Comment avait-il découvert cela ? Par l'observation, par l'expérimentation, par des années de notation minutieuse de son propre état mental
en relation avec ses activités physiques. Il avait remarqué que fredonner pendant 60 secondes produisait un effet particulièrement puissant. Pas 30 secondes, pas 2 minutes, 60 secondes. C'était le point d'équilibre où votre système nerveux se réorganisait complètement, où votre respiration se synchronisait avec la vibration, où vos ondes cérébrales passaient d'un état fragmenté à un état cohérent. Il avait appelé cela l'algorithme de résonance parce qu'il voyait le parallèle avec ses machines de Turing. Tout comme une machine de Turing exécute un algorithme en passant d'un état à un autre selon des règles déterministes, votre cerveau exécute un algorithme biologique en passant d'un état de fragmentation à un état de cohérence selon les règles de la physiologie. Et la clé pour débloquer ce passage était la résonance, la vibration, la fréquence. Mais Turing n'avait jamais publié ses observations. Pourquoi? Parce qu'il savait que personne ne le croirait. La science de son époque n'avait pas les outils pour mesurer les ondes cérébrales avec précision. L'idée que fredonner pouvait améliorer votre logique aurait semblé absurde, presque mystique. Et Turing, malgré son excentricité, était un scientifique rigoureux. Il ne publiait que ce qu'il pouvait prouver formellement. Ses observations sur l'algorithme de résonance restaient dans ses carnets privés, des notes personnelles qu'il ne partageait qu'avec ses amis les plus proches. Et puis, en 1952, tout avait changé. Turing avait été arrêté pour indécence grossière, condamné pour son homosexualité, forcé de subir une thérapie hormonale qui l'avait détruit physiquement et psychologiquement. 2 ans plus tard, en 1954, il était mort. Suicide, selon le rapport officiel. Empoisonnement à la cyanure. Une pomme partiellement mangée trouvée à côté de son lit. Les circonstances restent floues à ce jour. Mais voici ce que personne ne dit. Dans les mois avant sa mort, Turing avait intensifié ses expériences avec l'algorithme de résonance. Il fredonnait plus que jamais. Ses amis rapportaient qu'il passait des heures à explorer différentes fréquences, différentes durées, différentes combinaisons de mouvements et de vibrations. Il cherchait quelque chose qu'il croyait avoir trouvé dans la résonance, une clé, un secret, une façon de transcender les limites de ce que son corps et son esprit pouvaient endurer. Était-ce une tentative de guérison, une tentative de fuite, une tentative de comprendre, une dernière fois, la nature même de la conscience? Nous ne le saurons jamais. Ces carnets privés ont disparu, ou plutôt, ils ont été confisqués. Par qui? Pour quelle raison? L'histoire officielle ne le dit pas. Ce que nous savons, c'est que l'algorithme de résonance que Turing avait découvert était réel, et ce que la neuroscience moderne a confirmé, c'est qu'il avait raison. Quand vous fredonnez, vous activez votre nerf vague, le nerf le plus long de votre corps, qui contrôle votre système nerveux parasympathique. Vous synchronisez votre respiration avec la vibration. Vous créez une cohérence entre votre rythme cardiaque, votre respiration et vos ondes cérébrales. Et dans cet état de cohérence, votre cerveau fonctionne différemment. Vos ondes cérébrales passent d'un état bêta fragmenté, caractérisé par l'anxiété et la dispersion, à un état alpha cohérent, caractérisé par la clarté et la concentration. Votre préfrontal, la région responsable de la logique et de la prise de décision, devient plus actif. Votre amygdale, la région responsable de la peur et de l'anxiété, devient moins active. Vous êtes littéralement en train de réinitialiser votre cache cognitif. Vous êtes en train d'exécuter l'algorithme de résonance. Et c'est exactement ce que Turing avait découvert. Seul dans son bureau, sans les outils de la neuroscience moderne, sans les électroencéphalogrammes, sans les imageries par résonance magnétique. Il l'avait découvert par l'observation pure, par l'expérimentation systématique, par une compréhension intuitive de la façon dont la physique et la biologie interagissent pour créer ce que nous appelons la pensée. C'est cela, le vrai génie de Turing. Pas seulement ses théorèmes mathématiques, pas seulement ses contributions à l'informatique, mais sa capacité à voir au-delà des frontières disciplinaires, à comprendre que la logique n'est pas quelque chose de purement abstrait,
mais quelque chose d'enraciné dans la physiologie, dans le rythme, dans la résonance. Maintenant, vous vous posez probablement la question, pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Pourquoi est-ce que l'algorithme de résonance de Turing devrait vous intéresser? Parce que vous l'utilisez déjà sans le savoir. Chaque fois que vous fredonnez sous la douche, vous exécutez l'algorithme. Chaque fois que vous écoutez de la musique et que vous vous sentez soudainement plus clair, plus focalisé, vous exécutez l'algorithme. Chaque fois que vous courez et que vous avez une épiphanie, une idée qui vous vient de nulle part, vous exécutez l'algorithme. Votre corps connaît ce processus, votre cerveau connaît ce processus, mais votre esprit conscient l'a oublié. Et c'est précisément le problème que Turing avait identifié. L'humanité moderne a perdu la connexion avec ses propres algorithmes biologiques. Nous avons construit des machines qui pensent plus vite que nous. Nous avons créé des systèmes qui calculent plus précisément que nous. Et dans le processus, nous avons oublié comment penser nous-mêmes. Nous avons oublié comment débloquer notre propre potentiel cognitif. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez le retrouver dès maintenant, en ce moment même. Tout ce que vous avez à faire, c'est fredonner pendant 60 secondes. Pas plus, pas moins, 60 secondes. Fermez les yeux. Sentez la vibration dans votre poitrine. Sentez votre respiration se synchroniser. Sentez votre rythme cardiaque se stabiliser. Et quand vous ouvrirez les yeux, vous verrez le monde différemment. Votre logique sera plus claire. Votre concentration sera plus profonde. Votre créativité sera plus fluide. Vous aurez exécuté l'algorithme de résonance. Vous aurez déverrouillé une partie de votre cerveau que vous aviez oubliée. Et vous comprendrez enfin pourquoi Turing fredonnait, pourquoi il courait, pourquoi il se promenait, pourquoi tous les grands penseurs de l'histoire ont utilisé des rituels étranges pour débloquer leur processus cognitif. Ce n'étaient pas des excentricités, c'étaient des protocoles, des algorithmes biologiques, des clés pour accéder aux couches les plus profondes de votre capacité à penser. Mais attendez, il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que Turing avait découvert dans les derniers mois de sa vie, quelque chose qu'il avait noté dans ses carnets privés, quelque chose qui pourrait changer complètement votre compréhension de ce que signifie être humain. Vous voyez, l'algorithme de résonance n'était pas seulement une technique pour améliorer votre logique, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était une fenêtre sur la nature même de la conscience. Turing avait remarqué que plus il explorait la résonance, plus il se posait une question troublante. Si une machine peut exécuter un algorithme, et si mon cerveau exécute un algorithme biologique, alors quelle est la différence entre moi et une machine? Suis-je vraiment conscient? Ou suis-je simplement en train d'exécuter un programme très complexe? Et si je suis un programme, qui a écrit le code? Qui a défini les règles de ma résonance? Ces questions l'avaient obsédé, elles l'avaient tourmenté, et elles l'avaient finalement détruit. Parce que Turing avait compris quelque chose que la plupart des gens refusent de voir. Vous n'êtes pas libre. Votre logique n'est pas libre, votre conscience n'est pas libre. Vous êtes un algorithme très complexe, très sophistiqué, mais un algorithme néanmoins. Et une fois que vous comprenez cela, une fois que vous acceptez que votre pensée est déterministe, que votre logique suit des règles, que votre conscience est le résultat de processus physiques et chimiques, alors vous êtes confronté à une question existentielle. Si je suis un algorithme, alors qui suis-je vraiment? Et c'est la question qui avait hanté Turing jusqu'à la fin. C'est la question qui le hante encore aujourd'hui, à travers ses carnets, à travers ses théorèmes, à travers l'algorithme de résonance qu'il avait découvert. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai parlé de tout cela. Pourquoi l'algorithme de résonance est important. Ce n'est pas seulement une technique pour améliorer votre concentration, c'est une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de ce que vous êtes réellement. Et c'est une compréhension que Turing avait payée de sa vie, littéralement, parce que comprendre que vous êtes un algorithme, c'est comprendre que vous êtes mortel. Que vous êtes fini, que votre conscience, aussi brillante soit-elle, est le résultat de processus physiques qui peuvent s'arrêter à tout moment.
Et c'est une réalité que la plupart des gens ne peuvent pas supporter. C'est une réalité que Turing ne pouvait pas supporter. Et c'est peut-être pour cela qu'il a choisi de s'arrêter, de terminer son propre programme, de se désactiver. Mais avant de terminer, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. L'algorithme de résonance que Turing avait découvert n'était pas une solution à ces questions existentielles. Ce n'était pas une réponse. C'était simplement un outil pour penser plus clairement, un outil pour accéder à votre propre potentiel cognitif. Et c'est un outil que vous pouvez utiliser dès maintenant. Pas pour résoudre les grands mystères de l'existence, pas pour transcender votre condition humaine, mais simplement pour vivre mieux, pour penser mieux, pour être plus vous-même. Parce que c'est cela, finalement, que Turing aurait voulu. Pas que vous deveniez une machine, mais que vous deveniez plus humain, que vous reconnectiez avec vos propres algorithmes biologiques, que vous redécouvriez la résonance, et que vous compreniez, enfin, que la logique n'est pas l'opposé de l'humanité, c'est son essence même.